On s'en souvient, Trump démarre sa campagne dans l'outrance, accusant le Mexique d'envoyer aux États-Unis des immigrants qui, je cite, apportent de la drogue, du crime et sont, je cite, des violeurs. Trump, c'est un pro de la com, des réseaux sociaux, du test marketing et du no limit. Un obsédé de l'audience qui parle sans filtre, sans script. Et quand il se déclare candidat le 16 juin 2015, les médias le rangent immédiatement dans la catégorie du clown parfait. Jon Stewart, The Daily Show, remercie le ciel de lui envoyer un cadeau pareil. Des People se félicitent de voir The Donald mettre de l'animation dans la campagne. Ariana Huffington décide que le Huff va couvrir la campagne du candidat dans la section divertissement et non pas dans la section politique. Bref, c'est une candidature pour rire, croit-il, croit-on. Mais on l'oublie, celui qui démarre sa campagne a un avantage énorme sur n'importe quel outsider, la célébrité. Trump est déjà un producteur de télé. The Apprentice, le show télé-réalité, a été suivi par plus de 28 millions de téléspectateurs à son sommet. Trump est donc une véritable célébrité et non pas seulement un promoteur collant son nom partout sur des immeubles. Jamais nous n'avons eu un candidat à la présidence, ex-animateur d'un show figurant au top 10 des plus grosses audiences télévisées nationales, notera Chris Christie, le gouverneur du New Jersey, et candidat lui aussi à la Maison-Blanche. Trump comprend les médias. Ses propos sont infâmes mais parfaitement raisonnés. Sur Twitter, il affiche plus de 5 millions de followers. Ses petites phrases racistes ou sexistes ressemblent à des dérapages incontrôlés, mais en réalité, elles font partie d'une stratégie disciplinée. Les journalistes sérieux, qui prédisent à chaque supposée gaffe une dégringolade qui ne survient pas, bien au contraire, oublient les sondages. Les 2/3 des électeurs républicains soutiennent la proposition du candidat sur la fermeture des frontières aux musulmans. Mieux, plus de la moitié de ses supporters en Caroline du Nord vont plus loin et demandent que l'on ferme toutes les mosquées du pays. Bon, finalement, il y a 3 grands points à soulever autour de cette présidentielle surprise. Premier point. Il va falloir que les médias américains et surtout les networks télé fassent leur examen de conscience face à ce qui s'est passé pendant cette campagne. En préférant la polémique au sujet de fond pour garantir des revenus publicitaires, des audiences et des clics, les médias américains ont quand même fait le jeu de Donald Trump. Trump n'a jamais cessé de faire exploser l'audimètre pendant la campagne. Subjugués, les chaînes de télé ont donc envoyé valser les règles d'éthique les plus élémentaires. Trump n'a plus besoin d'être présent sur le plateau pour répondre aux questions des journalistes politiques. Qu'il se fasse souffler les réponses depuis sa suite du 66e étage de la Trump Tower par ses conseillers pendant le show n'est même plus un problème. Trump appelle au téléphone les télés les unes après les autres, qui en demandent quand il le veut. Les chaînes d'infos en continu diffusent des heures de ces meetings en direct sans la moindre analyse critique. Seul compte le dérapage outrancier ou raciste du jour. Jeff Zucker, le PDG de CNN, s'en frotte les mains. On ne savait jamais ce qu'il allait dire. On ne savait jamais ce qu'il allait se passer. Du jamais vu. Qui dit audience dit profit. Trump n'est peut-être pas une bonne chose pour l'Amérique, mais il est une sacrée bonne affaire pour CBS, confie Leslie Moonves, le PDG. Au total, la radio publique NPR le dit, Trump a rapporté à CNN 100 millions de dollars de recettes publicitaires en plus de ce que la chaîne aurait normalement récolté pendant cette campagne. Un chiffre que ne dément pas le PDG. Deuxième point important, il y a aussi une déconnexion entre common people et journalistes, entre la société américaine et les journalistes. Et Trump s'en est servi pour crier à la conspiration des médias. Des médias qui sont trop dépendants aux sondages et qui ont failli dans leur mission. Ils n'ont pas su révéler les enjeux de l'élection. Le Tyndall Report, qui mesure le temps d'antenne consacré par les 3 grandes chaînes, ABC, CBS et NBC, aux différents sujets d'info, constate le grand écart. Le temps d'antenne consacré aux dossiers politiques pendant cette campagne a été divisé par 7 par rapport à l'élection de 2008. Il a également montré l'attention démesurée accordée à l'affaire des mails de Hillary Clinton, le sujet le plus couvert de la campagne. Célestine Bolen, ancienne correspondante du New York Times en Europe, qu'on a rencontrée dans Comprendre l'actu, le dit très bien. Aux États-Unis, les médias, en particulier nationaux, vivent dans leur bulle, une sorte d'entre-soi privilégié et progressiste qui reste relativement imperméable aux préoccupations des gens normaux.
On pourrait même constater une déconnexion massive entre journalistes et citoyens lambda. Il y aurait peut-être un manque colossal, pour finir, de diversité idéologique et culturelle dans les rédactions des grands médias. Et cela ne manque pas de créer un fossé profond au niveau national. Les journalistes se sont bien rendus dans les États paupérisés de la Rust Belt, mais s'ils ont interviewé des mineurs ou des chômeurs de l'industrie automobile, ils ne les ont pas pris au sérieux. Ou pire, ils ne les ont peut-être même pas compris. Troisième point pour finir, élément majeur catalysé par la campagne, c'est l'éclatement du paysage médiatique. Oui, l'important est ailleurs. On a vu émerger pendant cette campagne de nouveaux acteurs dont l'ADN médiatique n'a rien à voir avec celui des médias traditionnels. L'année 2016, c'est aussi la mise en place de la réinfosphère sauce américaine. Il y a 2 ans à peine, 15% des Américains avaient entendu parler de Breitbart, un site droitier, nationaliste et raciste qui relaie rumeurs infondées, infos truquées et théories de la conspiration. Le système médiatique est de plus en plus fragmenté et les gens vivent dans des bulles où ils consomment des informations qui ne font que renforcer leurs convictions préalables. Ces nouveaux médias, Breitbart, on peut aussi parler de Vessel News ou de USA, Politics Today, d'Infowars ou de Natural News, ces médias donc ont joué un rôle clé dans la mobilisation et ont contribué à la désinformation et à la circulation de rumeurs. Les gens ont ainsi pu éviter d'être exposés aux grands médias. Cela s'appelle la post-vérité, un mot inventé par une journaliste du Guardian à propos d'une autre campagne, celle du Brexit. Aujourd'hui, Breitbart affiche une audience numérique plus forte que celle de tous ses concurrents, à l'exception de Fox News et du site Drudge Report. Et Stephen Bannon, son PDG, plus que conservateur, est devenu le directeur de campagne, bien sûr, de Donald Trump, mais il est aussi actuellement son conseiller spécial. Un développement logique dans une Amérique de plus en proie à la ségrégation idéologique. La technologie permet aux citoyens de puiser ces informations auprès de sources qui le conforteront dans ses certitudes, sans même prêter attention à d'autres sources et surtout pas à des médias traditionnels. Il fait quoi à propos, Stephen Bannon? Il est tout simplement en train de préparer la Trump TV de l'homme qui va devenir l'homme le plus puissant du monde. Le monde est bien fait, et ça c'est rassurant.